Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité politique nationale et internationale. On prend tout de suite le sommaire qui, comme d'habitude, porte la signature de Gabriel Messina Fouda et on se retrouve juste derrière pour la présentation des panélistes, mais aussi et surtout les différents échanges sur les différentes thématiques à l'ordre du jour. Allez, on prend le sommaire. Entre la France et le Cameroun, l'heure est au réchauffement de la coopération. Invité à Lyon en France pour prendre part à la 6e conférence de la restitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le président du Cameroun, Paul Biya, avait eu droit à un tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux hommes ont fait le tour de la coopération bilatérale qui les lie en marquant un point d'honneur sur la situation socio-politique que traverse le Cameroun et l'organisation du Grand Dialogue National. J'ai eu un entretien avec le président Macron. Nous avons évoqué évidemment les problèmes du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH. Mais on a abordé aussi quelques problèmes de coopération. Il m'a demandé comment s'est déroulé le grand débat. Je lui ai fait un compte rendu du déroulement du débat. Et puis on a fait un tour d'horizon de la coopération entre les deux pays pour constater que cette coopération allait bien. 2 semaines plus tard, c'est le ministre français des Affaires étrangères qui est à son tour reçu à Yaoundé par le président camerounais. La visite du patron du Quai d'Orsay se situait alors dans le prolongement de la rencontre de Lyon. Simple coïncidence sans préméditation, cette visite tombe pile sur le moment de la tenue du sommet Russe-Afrique de Sochi. Invité à cette rencontre, le chef de l'État a visiblement fait le choix de rester au pays pour recevoir son hôte français. Le dernier s'est également entretenu avec l'ensemble de la classe politique camerounaise, les acteurs économiques, sans oublier les responsables sécuritaires de la ville de Maroua à qui il a annoncé de l'aide de la France de 45 millions d'euros pour améliorer les conditions de vie des populations touchées par les exactions du groupe djihadiste Boko Haram. Quel état des lieux peut-on faire de la coopération entre le Cameroun et son ancienne colonie, près de 60 ans après les indépendances formelles? Quelle est la nature des relations que la France entretient avec ses anciennes colonies? Quelle perspective pour la Russie en Afrique? Voilà quelques questions sur la table du débat ce soir. Voilà présenté, je vous laisse en compagnie de Seri Djongo pour la suite des échanges. Merci à vous, Gabriel Messina Fouda, pour ce brillant sommaire. J'accueille mes invités déjà bien installés sur ce plateau. Je commence par ma gauche avec vous, André-Marie Dibamou, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Cédric Djongwe, bonsoir à tous les téléspectateurs de HTV. Alors, je rappelle que vous êtes internationaliste, écrivain, doctorant en leadership à l'université de Missouri. Vous êtes également titulaire d'un master 2 en relations internationales à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Diplômé également d'une licence en journalisme à l'École supérieure des sciences de technique de l'information et de la communication. Vous êtes également auteur, je l'ai dit en début de votre présentation, auteur de cet ouvrage « Je m'engage ». Alors, en quelques mots, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'inviter la jeunesse africaine, la jeunesse mondiale, parce qu'il s'agit de cela, d'une jeunesse qui a des problèmes universels, oui, à s'engager sur le terrain de la politique, sur le terrain de la société civile, sur plein d'autres secteurs,
parce que l'engagement, vous voyez, c'est le passage de la théorie à la pratique. Oui. C'est lorsqu'on se décide de faire un saut vers l'action, lorsqu'on décide enfin de transformer, n'est-ce pas, ces projets, ces réalisations, je veux dire ces projets en réalisation. À ce moment, vraiment, on est passé de l'autre côté de l'engagement. Oui. Mais davantage dans l'ouvrage, il s'agit de s'engager pour, pas de s'engager contre. Vous voyez, donc l'ouvrage a une portée optimiste sur l'Afrique. Il faut dire, écoutez, nous devons nous engager pour ce qui marche, pour ce qui fait avancer l'Afrique, mieux que de s'engager pour ce qui va nous retarder. Donc voilà, il y a quelques secteurs qui sont prioritaires. Et c'est un magnifique ouvrage qui sera disponible à partir de janvier 2020 avec une préface du docteur Abdoulaye Wade. Alors, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, quand vous observez cette jeunesse africaine, qu'elle a véritablement pris conscience des enjeux de son engagement sur le terrain politique? Elle est en train de prendre conscience, pas simplement sur le terrain politique. Regardons dans le domaine du sport, regardons dans le domaine de la musique, regardons dans le domaine de la littérature. Il y a de plus en plus de jeunes Africains, de jeunes auteurs, de jeunes Africains, de jeunes sportifs reconnus sur le plan international, de jeunes Africains qui gagnent des trophées, des récompenses, des tournois à l'international. Bref, nous avons connu l'âge d'or de l'Afrique et du Cameroun avec Samuel Eto'o à cette époque-là, donc du football. Donc aujourd'hui, on a besoin de Samuel Eto'o de la politique, par exemple. On l'a vu à la dernière élection présidentielle, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, c'était des 39, 40. Donc, ça commençait déjà à donner. Nous sommes en pleine période électorale dans le pays. Pourquoi pas, à partir de cet ouvrage, susciter des futurs Sarkozy, maire à 27 ans, ou des députés à 28 ans, 21 ans. C'est en fait ça l'objet du livre, avoir des candidats qui sortent de l'ordinaire et qui s'engagent, pas simplement au Cameroun, mais dans tous les 57 États d'Afrique et dans tous les 190 du monde. Voilà, je m'engage, essai sur les défis actuels de la jeunesse d'Afrique et du monde, paru aux éditions Malraux. L'auteur André-Marie Dibamou, vous avez dit disponible d'ici 2020. J'accueille le deuxième invité, Thierry Serge Kani, avec nous également sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, chercheur en relations internationales, mais aussi enseignant à l'université de Yaoundé 1. C'est bien cela? Tout à fait. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Comme sujet de mise en bouche, on parle de la question des évacuations sanitaires qui devient un peu trop récurrente au Cameroun. La presse l'a d'ailleurs dénoncé cette semaine après celle de Yves-Michel Fotso. C'est également l'ancien Premier ministre Inoni Ibrahim qui a lui également bénéficié de cette mansuétude du chef de l'État. Comment percevez-vous cette question que beaucoup présentent comme étant une forme d'échappatoire pour certains prisonniers de luxe? Je vais aller tout droit au but, Cédric, sans mettre des gants en disant que c'est un stratagème. C'est un stratagème à un moment donné. L'opération Épervier a commencé un peu comme une gorgone qui pétrifiait tout le monde. Et on jetait tout le monde à la pâture publique dans des conditions de détention plus ou moins déplorables. Des gens qui ont occupé un certain niveau de responsabilité, quels que soient les crimes commis, devaient quand même bénéficier d'un cadre d'aménagement. Mais au-delà, la question de l'évacuation sanitaire pose aussi la question de la politique sanitaire du Cameroun en général. Alors, si nous ne sommes pas capables d'assurer un suivi à des personnes qui sont détenues, combien de fois à ceux-là qui sont dehors? Alors, je dois dire que c'est un stratagème qui permet à certains aujourd'hui d'échapper à une justice qui est devenue comme l'hydre de mer, une justice à 1000 têtes, des procès qui sont 100 fois renvoyés, où on ne prononce quasiment pas de jugement, des procès interminables. Alors, pour en sortir, je crois qu'on a trouvé la parade. Voilà, merci. C'est votre deuxième fois sur ce plateau. Merci de toujours bien vouloir accepter cette invitation. Troisième invité et dernier d'ailleurs sur le plateau, Emmanuel Ekouli, directeur de publication du journal La Voix du Centre, journal devenu très célèbre sur la place publique. Bonjour, DP. Pourquoi célèbre, Cédric? Bonjour à vous et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Mais disons simplement que La Voix du Centre, c'est un hebdomadaire, peut-être devenu célèbre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un journal camerounais. Célèbre pour la qualité du traitement de l'information. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser le terme. On parle justement de du dernier titre du journal La Voix du Centre, paru en kiosque hier lundi, et qui nous annonçait qu'un peu plus de 16 sous-préfets refusent de prendre fonction dans la région du sud-ouest camerounais.
C'est une information qui nous est parvenue, justement, à notre rédaction. Alors, l'information selon laquelle c'est sous-préfet de la Mémé, du Mbui, de la Menchom et du Lébialem refusaient effectivement de prendre leurs fonctions alors qu'ils ont été désignés il y a quelques jours, quelques semaines, au cours du dernier mouvement préfectoral. Oui. Du coup, ça pose un problème. Ça pose celui de la sécurité même de la zone anglophone. Oui. Après le grand dialogue, on se serait attendu à ce que les choses aillent bien, que la paix revienne. Oui. Mais nous avons encore l'image de ces deux odieux assassinats. Celui de Florence Ayafor, oui, qui était gardien de prison, et le dernier en date, celui de ce jeune policier enlevé très tôt à la vie, mais seulement de façon odieuse. Et puis on a aussi je crois que ces sous-préfets, en refusant de joindre leur poste, ont encore dans leur mémoire la disparition de leurs collègues, de Batibo, qui 2 ans après, 3 ans peut-être après, est toujours introuvable. Donc du coup, ça pose le problème de leur sécurité. Je ne sais pas quelles sont les mesures que l'État prend, mais je pense quand même que ces sous-préfets, au regard de la situation sur le terrain, n'ont pas tort. Et ce sont des autorités administratives. Il n'y a pas assez de mesures sécuritaires qui sont aménagées. Ah mais c'est bien la preuve que ce qu'on dit à Yaoundé n'est pas ce qui est fait sur le terrain. Lorsque vous allez là-bas, vous voyez donc voilà donc des personnalités, voilà donc des autorités qui sont des représentants de la République, du gouvernement là-bas, mais qui refusent de joindre le poste. Ça veut simplement dire qu'elles ne se sentent pas, en tout cas ces autorités, ne se sentent pas en sécurité. Oui. Sinon, je crois qu'il n'y aurait pas de problème pour ces sous-préfets de joindre leur poste. Allez, on prend une légère transition et juste derrière, on démarre avec les échanges. Emmanuel Ekouli, je commence avec vous. Vous avez suivi l'actualité au Cameroun ces dernières semaines, marquée par cette visite du président de la République du Cameroun, Paul Biya, du côté de la France, à Lyon, où il avait été invité par son homologue français en marge du sommet prévu dans la ville de Lyon. Paul Biya a eu droit à un tête-à-tête avec Emmanuel Macron, où les deux personnalités ont évoqué de manière globale la coopération entre les deux pays. Après cela, juste 2 semaines après, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui débarquait lui également au Cameroun, une forme de prolongement de ce tête-à-tête qui s'est tenu dans la ville de Lyon en France. Aujourd'hui, nous essayons d'évaluer un tant soit peu les fruits de cette coopération entre le Cameroun et la France. La France qui est présentée comme étant la puissance tutélaire du Cameroun. Quand vous observez au vu de l'actualité qui se déroule, quelle observation faites-vous de la coopération qui se tisse aujourd'hui entre la France et le Cameroun? Je pense que cette coopération ne date pas d'aujourd'hui. C'est une très vieille coopération. Vous savez, au Cameroun, on a l'habitude d'appeler la France la mère patrie, et dont les relations sont assez vieilles. Et la visite du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères s'inscrivait, lui-même d'ailleurs l'a dit, dans la continuité de celle qui a eu lieu entre les deux chefs d'État à Lyon tout récemment. Oui. Et je pense qu'il le fallait parce que, vous savez, la mondialisation fait aujourd'hui que chaque pays voudrait, chaque puissance étrangère ou alors chaque partenaire économique essaye tant bien que mal de conserver ses parts du marché, tant bien que celle-ci existe. Le Cameroun étant convoité aujourd'hui par d'autres puissances telles que la Russie, le Brésil, je crois que la France, il y a de bonnes guerres que la France, Chine également. La Chine aussi, les États-Unis d'ailleurs, le Japon, toutes les autres. Je pense qu'il y a de bonnes guerres pour la France de tout faire pour se maintenir ou de maintenir son précaré. J'ai entendu des gens dire des choses sur cette visite, mais je pense que c'est peut-être mal connaître les relations internationales. Vous savez, la France ne se laissera pas évincer comme ça au Cameroun. Elle fera tout pour se maintenir. D'ailleurs, vous savez très bien que la France reste le premier partenaire économique du Cameroun. Vous connaissez très bien ce fameux contrat CD2. Vous savez très bien que l'agence française de désendettement au Cameroun est, je crois, est sur sur la centaine
que contre la France à travers le monde, je crois que celle du Cameroun est la mieux lotie en termes de budget. Vous savez que la France met beaucoup d'argent en ce qui concerne le développement du Cameroun. Maintenant, les choix peuvent être discutables. Comment je vais dire ça, les méthodes de remboursement aussi peuvent être discutables, mais je pense que ce sera aux autorités camerounaises de pouvoir tirer le meilleur parti de ces relations. Alors, André-Marie Dibamou, vous êtes un internationaliste. Vous avez suivi le président de la République, Paul Biya, au sorti de son tête-à-tête avec le président Emmanuel Macron devant les caméras. Il a fait savoir qu'il avait fait un compte rendu des assises du grand dialogue national à son homologue français Emmanuel Macron. Est-ce que ce langage est diplomatiquement correct pour deux nations dans le cadre d'une coopération bilatérale? Il faudrait d'entrée de jeu dire que les chefs d'État, ils s'entretiennent et ils fonctionnent. Oui. Donc maintenant, le compte rendu fait partie des genres en diplomatie qui existent. D'ailleurs, on ne fait que cela. Ce que vous entendez parler des, comment on appelle ça, les valises diplomatiques, il y a des petits messages qui vont tous les soirs. Il y a même des tweets diplomatiques aujourd'hui avec Donald Trump. Oui. Dans la diplomatie, effectivement, elle sort un peu on va dire, de ces fonds baptismaux et elle s'étend, par exemple, vers Facebook. Oui. Et à la Facebook Diplomacy aujourd'hui, oui. Et à la Twitter Diplomacy aujourd'hui. Donc, les langages ou les terminologies peuvent évoluer. Donc, ceci n'est pas pour dire, voilà, ce qui a été décrié dans le mot compte rendu, c'est cette connotation d'un vassal oui. ou alors d'un supérieur à sa hiérarchie. Oui. Donc, j'aimerais dire également que dans ce même contexte, les États ne sont pas logés à la même enseigne. Donc, ce serait un leurre de croire que tous les États sont des superpuissances et que, il n'y a pas un État, même de manière symbolique, qui, par politesse, pourrait rendre compte de ce qui se passe dans son pays. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que le Cameroun, sur le plan international, a besoin de communiquer. Donc, et quand le président de la République lui-même, qui est le premier communicant du pays, va à l'international vers un homologue, toutes les opportunités de communication sont à saisir. Oui. Et le type de langage est également choisi. Donc, une interview du président de la République, compte rendu, c'est tout ce qu'on fait après une réunion. Alors, Thierry Sergekani, est-ce que vous ne voyez pas là une relation dominant-dominée entre deux nations, quand même? Bon, à l'issue des questions internes au Cameroun, aller faire un compte rendu à la France. Je rejoins le propos d'André-Marie, parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que le terme compte rendu était sorti de son contexte, le contexte diplomatique, qui voudrait qu'à un moment donné, deux chefs d'État qui ne sont pas rendus soit en visite officielle l'un dans le pays de l'autre, oui. soit en visite d'État l'un dans le pays de l'autre, mais qui entretiennent des relations par des canaux, par des messagers, puissent à un moment donné échanger. Moi, je pense que nous avons en cela un véritable problème, le problème de la considération de l'ancienne puissance. C'est l'image que la France reflète qui fait en sorte que toute action posée par le chef d'État camerounais vis-à-vis de la France soit sortie de son contexte. Et nous sommes à ce niveau dans l'optique des préjugés et des stéréotypes. Quoi que M. Biya ait pu dire, on aurait tenu compte qu'il allait à Lyon pour aller rendre compte à M. Macron de ce qu'il a eu à faire. Mais je crois que le terme compte rendu qu'il utilise dénote justement de la qualité des échanges qu'ils ont eu à entretenir. Et ça montre aussi la préoccupation de notre premier partenaire économique par rapport aux enjeux, par rapport aux problèmes qui concernent le Cameroun. Et il est normal que dans ces échanges, il puisse demander à son homologue qu'est-ce qui a été fait afin que les intérêts français qui sont assez nombreux au Cameroun, les intérêts du peuple camerounais, soient saufs. Oui. Alors, voilà. je voudrais avec vous parler de la question des préjugés. Je vais vous poser cette question que nous posons ce soir sur la table du débat: bilatéralisme ou paternalisme. Comment appréciez-vous la nature des relations entre ces deux États 60 années après les indépendances? Bon, je dirais que, à mon niveau, disons au niveau de mon analyse, oui. On peut faire deux types de lectures. Une lecture d'abord historique, qui voudrait que la relation entre le Cameroun et la France soit au contexte de la diplomatie familiale. Oui.
que Sarkozy a voulu rompre avec la France-Afrique, que Macron ait voulu ne pas rencontrer M. Biya pendant un bon bout. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes dans un cas de diplomatie familiale. Dans le cas de la diplomatie familiale, les problèmes se résolvent au sein de la famille. Ça voudrait dire quoi? Que M. Macron apprécie ou pas M. Biya, que M. Biya apprécie ou pas M. Macron, les enjeux qui le Cameroun à la France les amènent à coopérer à un certain niveau. À ce niveau-là, nous sommes dans le cadre, qu'on le veuille ou pas, du paternalisme, d'un chaperonage diplomatique. Et ils se manifestent de manière consciente ou inconsciente dans leurs relations. Mais le cadre officiel du bilatéralisme existe. Aujourd'hui, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il est difficile de dissocier le paternalisme diplomatique français du bilatéralisme. Parce que même les hommes d'État français, à un moment donné, se retrouvent dans les deux. Moi, c'est un peu près mon point de vue. Alors, si à supposer que le Cameroun soit véritablement un État indépendant, le Cameroun a été indépendant, a eu son indépendance le 1er janvier 1960, comment est-ce que ça s'explique aujourd'hui? Est-ce à dire que 60 années après, nous n'avons pas les potentialités de pouvoir nous gérer nous-mêmes, quitte à faire des comptes rendus un peu à tout moment, à chaque fois qu'il y a une activité auprès de l'ancienne puissance colonisatrice? C'est un peu ça le sens de ma question. En fait, moi, je dirais que la notion de diplomatie de souveraineté qui accompagne le principe de l'indépendance, qui voudrait que lorsqu'on est indépendant, on a une politique étrangère libre, est un mythe. C'est un mythe. Parce que tous les États qui soient dans le monde, que ce soit les États européens tels que la France, sont liés à des États-Unis par un système d'alliance. Oui. Ça veut dire que même la France, qui est une nation séculaire en termes d'indépendance, préserve sa souveraineté par un système d'alliance militaire. Alors, nous qui sommes des nations plus fraîches, nous qui sommes des nations plus neuves, par irrédentisme nationaliste, nous aimons bien vanter en disant « Ok, nous sommes indépendants ». Mais ce que l'indépendance veut dire totalement, c'est libérer de toute alliance. Est-ce que l'indépendance veut dire que parce que le Cameroun est indépendant en 1960, le Cameroun peut maintenant voguer sur la scène internationale sans appui, sans alliés? À ce niveau-là, nous sommes entre le discours et la réalité. Donc moi, je pense que les différents intervenants, les différents observateurs, notamment de la presse, et même la communauté camerounaise, devraient prendre ces deux aspects en question. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun, dans la lutte face aux menaces que nous avons, Boko Haram, la crise au nord-ouest, et la non-crise, qu'on n'en parle pas, la crise centrafricaine, qui à tout moment peut ressurgir à nos frontières, est à même de faire face à ces défis sans des alliés? Merci. Emmanuel Ekouli, le 28 novembre 2018, à Ouagadougou, Emmanuel Macron, le président français, avait martelé que la politique africaine de la France s'était terminée. Des analystes avaient alors laissé croire que cette déclaration sonnait le glas de la France-Afrique. Un an plus tard, l'on se rend compte avec le Cameroun que la France continue de maintenir cette forme de tutelle qu'elle avait encore pendant l'époque coloniale. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous pensez que véritablement la question de la France-Afrique a été vidée avec Emmanuel Macron après son passage à Ouagadougou? Je pense simplement, c'est vrai que la question de la France-Afrique ne sera jamais vidée tant que les Africains eux-mêmes n'auront pas pris le destin entre les mains. Vous savez, ce n'est pas Macron le premier président français à le dire. Hein. Oui. Avant lui, il y a eu Hollande. Et Sarkozy avant. Et Sarkozy qui disait qu'il avait eux aussi tenu des propos similaires. Vous savez, chaque fois quand on devient chef d'État de la France, on pense inventer là-haut. Mais l'usure ou bien l'exercice du pouvoir fait qu'après, on est rattrapé par la réalité. Nous savons que se rend très bien compte que ça va être difficile de faire du géant africain. Vous savez, la France, c'est une puissance, une très grosse puissance d'ailleurs, on parle de la 5e. Mais vous savez, la France, sans ses alliés, ça pourrait être compliqué. Oui. Vous savez très bien aussi que, les faits, comment je vais dire, les réserves de comptes, comment on appelle ça, les réserves de comptes, des réserves des pays africains qui sont logés dans le trésor français. Oui. Vous savez très bien ce que ça peut apporter à la France. Vous savez, ça se compte en termes de milliers de milliards. Vous savez ce que ça rapporte quand même un certain montant à la France.
et se défaire facilement de ces pays-là, ça va être très compliqué. Oui. C'est pour ça que les autres pays qui arrivent pensent à un moment donné, les autres présidents, je voulais dire, qui arrivent au pouvoir en France, à un moment donné, ont de grandes idées, pensent très bien qu'on pourrait faire sans les pays africains, mais après, ils sont très vite rattrapés par la réalité. Oui. Donc, je crois que c'est ce qui essaie d'arriver au président Macron. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle le tapis rouge a été véritablement déroulé au chef d'État camerounais. Vous avez très bien vu, ce qui des consignes qu'avaient d'ailleurs la sécurité autour du chef de l'État du Cameroun, c'était de le protéger coûte que vaille, et à tous les pays. Alors, parce qu'on savait très bien que si on laissait faire les militants de la diaspora qui sont la base, alors exercer ce qu'ils ont fait en Suisse, ce serait une très mauvaise image pour les relations franco-camerounaises. Donc il fallait tout faire pour préserver, montrer au Cameroun que, encore que le chef d'État du Cameroun, qui était un vieux routier, qui était un vieux de la vieille, a su très bien jouer son jeu. Oui. Il a su très bien tenir la France au bon endroit. Et vous avez vu très bien les retombées après. Alors, André-Marie Dibamou, est-ce que le passif colonial du Cameroun et de la France n'est pas ce qui continue à créer une forme d'asymétrie entre les relations des deux pays? D'abord, sur l'asymétrie des relations entre les deux pays. Bon, d'abord, est-ce qu'il y a asymétrie? D'abord, je pense que c'est par là que j'allais commencer. Est-ce qu'il y a asymétrie dans les relations entre le Cameroun et la France? Si oui, quelles en sont les causes? Bon, écoutez, forcément, la France a un droit de regard sur un droit de regard qui serait historique. C'est ça que j'ai aimé l'intervention du docteur Ekani sur l'historicité de ces relations, qui reste tutélaire de façon historique. Nous sommes là dans la diplomatie. Moi, je vais aller un peu avec la coopération, parce que sur le plan de la coopération, par contre, nous avons des partenaires diversifiés avec lesquels nous avons de très bons rapports en matière de coopération. Donc aujourd'hui, la diplomatie est en train de se muer en coopération, parce que je vous disais que la coopération est beaucoup plus palpable. Ça fait par exemple que les relations ou les retombées des relations atterrissent directement vers les masses qui en ont besoin. C'est comme ça qu'une mairie de Banganté peut entrer en coopération avec celle de Lyon et pour le bonheur des populations. Donc, sur cet aspect, par exemple, la coopération, on a beaucoup avancé et la France n'est pas présente dans tous les secteurs au même niveau, par exemple, que les États-Unis ou que la Belgique ou que le Canada, qui nous construisent des centres, des écoles, le lycée technique de Colbison, qui est un don canadien, vous avez des écoles japonaises, etc. Donc, dans la coopération, la France, voilà. Maintenant, dans le côté diplomatique, vous avez rappelé l'histoire, mais nous devons également savoir que le Cameroun n'est pas seul dans cette relation. Regardez les États-Unis et l'Angleterre. Ils ont gardé des rapports diplomatiques historiques très forts. Donc, dans le Brexit, on a l'impression qu'une partie du Brexit se jouait aux États-Unis. Mais regardez la France avec l'Amérique aussi, avec les États-Unis. Ils se sont serrés les coudes plusieurs fois sur plusieurs dossiers, notamment sur le dossier libyen avec Kadhafi. Et Sarkozy, il a fallu négocier avec Obama. Vous comprenez? Les négociations étaient portées le front de l'OTAN, qui est le front militaire unique. Vous voyez comment la diplomatie des autres fonctionne. Donc aujourd'hui, parler d'une diplomatie française et camerounaise, c'est-à-dire parler d'un bloc occidental. C'est-à-dire que c'est là la diplomatie française. Et le professeur va me dire, moi je mets à l'intérieur à la fois la diplomatie américaine. Je parle de la diplomatie du monde occidental. Et lorsqu'on va l'opposer donc à la diplomatie russe, ça va faire sens. Et ça va peut-être faire science. Parce que ça devient intéressant à ce moment. Ça fait la France que l'on a vu se déplacer pendant le sommet de Sochi par son ministre de l'Europe. Il n'est pas ministre de l'Afrique. Et maintenant des affaires étrangères. Donc nos affaires font partie, rassurez-vous, pas des priorités de M. Le Drian. Qu'est-ce qui nous a apporté cette diplomatie pendant 60 ans? Je voudrais peut-être prendre le cas des anciennes colonies britanniques, qui pour la plupart connaissent une ascension économique fulgurante. Qu'en est-il des États qui étaient dans le giron français?
Oui, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Je peux que vous donner une petite lecture. Pourquoi est-ce que ça continue de stagner? C'est ça la question. Oui, bon, il faudrait poser la question un jour au président Paul Biya, par exemple, du Cameroun. Je crois qu'il a lui-même déjà répondu à cette question dans son discours de 2013, quand il disait « On a les ouvriers qualifiés, on a tout ce qu'il faut, pourquoi ça ne marche pas ?» On pourrait poser la même question en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, mais avec des variables différentes. Le Sénégal, ils ont réussi la transition démocratique. Ils ne sont plus au cours électoral. Là, on parle des progrès économiques. Oui, très bien, mais tout ça est lié, nous sommes dans les chantiers politiques. Oui. Donc, le Sénégal, ils ont réussi la transition politique. Ils n'ont plus de problème de code électoral. Oui. Nous, on en est encore à discuter sur les virgules et les points sur le code électoral qui va monter. Vous voyez qu'on n'a pas le même retard partout. Pendant que la Centrafrique est encore à chercher où dormir. Donc, on cherche vraiment la paix partout, y compris à Bangui. Chez nous, à Yaoundé, à Douala, on dort encore bien, même si on cherche la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous voyez. Donc, je veux dire que on pourra pas évaluer déjà sur un plateau de télévision les 60 ans. Ce que moi je peux dire, c'est que la coopération avec la France n'était qu'une seule coopération parmi 100 autres que nous avions avec les autres. Si nous attendions plus de la France, c'est certainement parce que nous avons mis beaucoup d'espoir dans la France. Et c'est pourquoi l'ouvrage, moi je ne suis pas venu ici dire aux gens continuons à attendre la France. C'est quand j'ai dit je m'engage, c'est pour dire aux jeunes, posons-nous parfois la question, pourquoi nous avons signé déjà, monsieur l'historien? C'était quoi le contenu quand on lit ces accords? On se demande, c'était qui contre qui était chargé de négocier ces accords? Vous comprenez que c'était nous, n'est-ce pas? Et on est en 2019, les accords s'achèvent, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des négociations à tout le moins en sourdine qui ont commencé. Qui sont ceux qui négocient pour nous? Voilà peut-être la question. Merci Thierry Sergekani, j'aimerais vous poser la même question. Pourquoi comparer aux anciennes colonies de la Grande-Bretagne dans l'espace francophone, excepté le Maghreb, je parle bien de l'Afrique subsaharienne, les choses n'avancent. On a l'impression, ça reste une impression, que les choses n'avancent véritablement pas. D'abord, il y a un problème de système et de culture. Oui. Il y a un problème de système. Généralement, les politologues aiment avancer le problème du jacobisme, c'est-à-dire cette centralisation administrative qui veut que tout soit focalisé en un seul point du système qui prend les décisions, impulse les décisions, centralise tout. Vous ne pouvez pas gouverner un pays de 250 ethnies en pensant que Yaoundé peut tout résoudre. Le problème du système français, c'est celui-là. Mais, comme je dis toujours, nous sommes un peu comme des peuples africains qui sont dans une situation du sursaut. On est toujours surpris parce qu'il n'y a pas une planification en urgence. Ce que les Français ont réussi chez eux en commençant à décentraliser pour faire éclater des systèmes administratifs, pour créer des régions, on ne l'a pas appliqué chez nous. Rapprocher l'administration des administrés afin de résoudre les doléances sur le terrain. Deuxièmement, il y a quelque chose de fondamental, c'est cette culture de l'anti-développement. Moi, j'invite ceux que cela intéresse à se rendre dans certaines régions du Cameroun où vous trouvez qu'il y a des jeunes qui s'assoient. Je prends le cas d'une région sans stigmatiser, Lonkam. Vous trouvez des gens qui se mettent à creuser des routes. Déjà, il n'y a pas de goudron. Mais parce qu'il y a un problème peut-être dans la mairie, il y a ceci, on se met à creuser des routes. La conscience nationale, comme Senghor le disait, ne s'apprend pas dans les écoles. Elle est innée en soi. Est-ce que les Camerounais sont d'abord conscients qu'ils appartiennent à une entité, à une nation? Tout le débat là. Lorsque quelqu'un, regardez le comportement des Camerounais, lorsque quelqu'un en route, il prend une banane, il jette, et que vous lui dites, monsieur, ne jetez pas la banane, il vous dit, c'est ton pays. Voilà la conscience des Camerounais. Alors, au bout de 60 ans, vous direz aux Français de partir de la France. Vous venez apprendre aux Camerounais comment gérer les ordures chez eux. C'est ça la réalité. Le problème de l'Afrique francophone, c'est le modèle culturel et éducatif. J'aime bien souvent ce propos, le slogan de l'association des étudiants de l'université, qui disait on ne peut détruire que par les écoles le mal que les écoles ont eu à faire. Tant que nous n'avons pas arrivé à nous reconstruire d'abord, comme Serge Ngal disait, le professeur Ngal, l'Ivoire des Aérois à l'époque disait, reconstruire le matériau humain. Arrêtons d'accuser la France 60 ans après. Et là, ça ne coûte pas. Mais la victimisation de l'Afrique en pensant tout simplement que la politique française a pu être prédatrice. Mais qu'avons-nous fait? Un peu pour rebondir à la question que André posait tout à l'heure. Qu'avons-nous fait 60 ans après?
Si vous posez la question des Camerounais, je vous dis, le problème c'est Biya Étoudé. Mais ça, c'est M. Biya qui vous dit de verser la poubelle en route. On peut ne pas l'aimer. Mais chacun à son niveau oublie que l'État, c'est d'abord lui. Donc il faut recréer un lien entre le citoyen camerounais et l'État. Et cela ne peut passer que par un travail qui est très pertinent que l'État refuse de faire, revaloriser et recadrer le système éducatif. Voilà. Si ce n'est pas fait, qu'on mette sans plan de développement, sans document de stratégie de gestion de la pauvreté, nous serons toujours à la traîne. Emmanuel Ekouli, la responsabilité est partagée, tel que nous le dit M. Thierry Serge-Kani ce soir, comme justification de ce retard que connaissent les pays d'Afrique subsaharienne, les nations francophones d'Afrique subsaharienne. Mais j'aimerais également vous interpeller sur la question des dirigeants. Est-ce que eux également ne sont pas, n'ont pas à un moment donné lâché un peu du lest dans l'impulsion des politiques publiques qui favorisent un développement efficient de leur nation? Et je pense que c'est cela le problème camerounais. Le problème camerounais, c'est d'abord les dirigeants. Vous savez que lorsque le Cameroun devient indépendant en 1960, la plupart des dirigeants au pouvoir à l'époque ont été formés par la France. Et je pense que c'est un peu là le problème. C'est-à-dire que, parce que tous ces gens sont formatés d'une certaine façon. Oui. Vous savez, les autres qui n'avaient pas été formés par la France, on les a appelés péjorativement des maquisards. Et c'est eux qui avaient une autre vision du Cameroun. Alors, ceux qu'on a mis au pouvoir, à mon avis, n'étaient même pas des Camerounais. C'était des gens c'était des Camerounais qui allaient étudier chez les autres, et puis qui étaient devenus, qui avaient plus leur nationalité. Mais ceux qui étaient restés au Cameroun, qui voulaient vraiment le bien du Cameroun, qui voulaient que le Cameroun se développe, péjorativement, on les a appelés des maquisards. Et puis, comme ce n'est pas eux qui avaient plus le pouvoir, ils ont été pourchassés. Vous savez très bien qu'après la guerre, ceux qui payent le plus de tribut sont ceux qui ont perdu. Et c'était un peu le cas. Ils avaient perdu. Et du coup, on a été gouverné par d'autres Camerounais, entre guillemets, qui n'étaient vraiment pas des Camerounais. Et c'est là où tout part. Parce que lui, je l'ai entendu bien, c'est le docteur Ekani, qui essayait d'avoir une explication. Mais sauf que dans son explication, moi, je pense que comment je vais dire, les causes ne sont pas partagées. Les Camerounais sont à l'origine de leur propre malheur. Ils n'ont pas simplement aimé le Cameroun. Alors, ils auraient pu avoir ce saut d'orgueil. Vous savez, moi, j'ai regardé un peu la Coupe du Monde 82. Alors, il s'est passé quelque chose lors du match Cameroun-Italie, je crois, où on a un certain entraîneur qui s'appelait, je ne sais plus qui, c'était... le français. Ils étaient du Banco, c'était comme ça. Non, Jean-Vincent. Jean-Vincent. Alors, qui décide de faire jouer l'équipe nationale du Cameroun à 8 derrière, 2 au milieu, 1 sur l'attaque, il n'y avait presque même pas d'attaquant. Et voilà que le Cameroun est mené contre l'Italie 1-0. Alors il y a comme un sursaut d'orgueil de cette équipe qui dit mais ça ne va pas se passer comme ça. On ne va peut-être pas gagner, mais il ne faut pas qu'on nous batte. Et c'est comme ça que cette équipe va à l'attaque, cette fois-là sans plus demander à l'entraîneur ce qu'il y avait lieu de faire. Et vous avez vu la minute après, le Cameroun avait égalisé le but. Même si après l'entraîneur s'est levé pour essayer de temporiser les choses, mais on avait pu mettre les compteurs à 0. C'est la même chose au Cameroun. Tant qu'on ne va pas ce sursaut d'orgueil, tant que ceux qui ont appris chez les autres à devenir ce que ceux-là sont et qui se comportent comme des mercenaires dans leur propre pays, tant qu'ils n'auraient pas eu ce sursaut d'orgueil. Et vous avez fait bien d'évoquer les autres colonies françaises. Alors c'est la même chose qui s'est passée partout. Lorsque vous regardez le Gabon, lorsque vous regardez le Sénégal, lorsque vous regardez le Mali, lorsque vous regardez le Burkina Faso, lorsque vous voyez toutes ces colonies-là, vous comprenez bien que ce sont tous les patates des mêmes sions. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au Cameroun s'est passé aussi là-bas. C'est-à-dire que c'est la même chose. Et quand vous regardez très bien, comparé aux autres systèmes, le système anglo-saxon par exemple, là-bas vous avez très bien compris que, au-delà, et d'ailleurs, si vous pouvez prendre cet exemple au Cameroun, vous verrez très bien que les anglophones du Cameroun sont un peu différents des Camerounais francophones. En mentalité. Ils ont une autre façon de penser. Oui. Et vous voyez aujourd'hui, c'est eux qui portent d'ailleurs le changement. Vous voyez, toute cette rébellion-là, c'est eux. Quand ils demandent le fédéralisme, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'est ne que par là que le Cameroun peut se développer. Donc si nous, on continue à penser que la magie se fera à Paris, et pour que le Cameroun lui soit développé au Cameroun à Yaoundé, ça ne se fera jamais. On continue à rester des éternels assistés. Donc si nos dirigeants ne prennent pas la mesure du problème, si nos dirigeants ne paient pas cette révolution politique, économique et tout ça, on va continuer à s'enfoncer. Je crois que c'est ça la véritable bataille. Et c'est l'enjeu demain. Donc ceux qui viennent au pouvoir, c'est pour ça qu'il faut que les jeunes, il faudrait que tant que
cette gérontocratie ne sera pas passée. Tant que les gens n'auraient pas pris leur destin en main, vous allez bien comprendre qu'on continuera à s'enfoncer. Merci. André-Marie Dibamou, revenons sur les questions d'actualité avec cette visite de travail du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était donc au Cameroun en milieu de semaine dernière. Ce qu'il faut dire, c'est que le jour de son arrivée au Cameroun coïncidait étrangement avec le jour du début du sommet Russie-Afrique à Sochi. Paul Biya, qui était pourtant invité, a préféré rester au pays pour accueillir son hôte français. Comment appréciez-vous cette décision qui a fait dire à certains que Paul Biya aurait choisi la France au détriment de la Russie? Oui, c'est une lecture simpliste. Donc, a priori, c'est un pan de lecture que je respecte. Oui. Mais on est en Afrique. Donc, je pense que le président Paul Biya, pas que je pense, la vérité, c'est que c'est un patriarche. 86 ans, c'est beaucoup. Donc, chez nous en Afrique, les patriarches, ils reçoivent plus chez eux, ils sont plus consultés qu'ils ne se déplacent. Oui. Ouais, les chefs à l'ouest, au nord, ils ne se déplacent pas beaucoup. Donc, ils consultent. Donc, il s'agit d'un cas où il devait aller en Russie, après avoir été en France. C'est quand même un aller-venu. Il aurait dû rester en France, selon le calendrier, et achever son séjour. Donc, il finit Lyon, il va en Russie. Mais quand il revient, vous connaissez l'âge, c'est 86 ans, il revient au Cameroun pour recevoir le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pour parler de la situation économique du pays. Il l'a décoré au palais de l'Unité, il lui a remis des présents, il est venu lui rendre visite et on annonce prochainement l'arrivée de Poutine au Cameroun. Donc je pense qu'on n'a rien perdu de la Russie parce que Poutine arrive. Et d'ailleurs, le Premier ministre qui a représenté le chef de l'État est venu avec la construction de la Sonara, dont les 4 turbines qui ont été détruites par les flammes vont être reconstruites par les Russes. Moi, je pense qu'on a pas... Pour mot, l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique a annoncé une forme, nous a renseigné dans sa sortie de cette semaine, que le président Vladimir Poutine était un peu comme déçu de cette absence en personne du président de la République, Paul Biya. Mais de toutes les façons, dans les relations internationales... Ça pourra jouer sur les relations entre les deux nations. Ça s'appelle la réciprocité. Donc si le président Poutine n'est pas content avec l'absence du président Paul Biya, et c'est pas Jeune Afrique qui le dit, de toutes les façons. Donc il ne dira pas, vous le saurez. Donc je pense qu'on est au-delà de cela. C'est-à-dire qu'on est au-delà de tu viens pas. Ou alors je fais mon calendrier exactement au moment où je sais que tu seras occupé pour voir qui est-ce que tu vas choisir. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a un agenda au sommet. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que le président de la République est représenté? Je ne suis pas dans sa direction de cabinet. Il a tout un ministre directeur de cabinet qui gère ses agendas. Et maintenant, au niveau de l'État, parce qu'il s'agissait d'un sommet. Donc le sommet de Sochi, c'est entre les chefs d'État. Ça, voilà, ou les chefs de gouvernement. Donc voilà, il se fait représenter par le Premier ministre. Les débats sont connus d'avance. C'est pas comme si on partait à cette cérémonie. C'est là où on faisait les débats. Il y a des commissions qui travaillent avant, des mois avant. C'est comme ça que ça se fait un sommet. Il faudrait peut-être le dire. L'ordre du jour est arrêté par le président de la République, Paul Biya, du sommet de Sochi, en collaboration avec M. Poutine, qui a sûrement envoyé par l'entremise de son ambassadeur au Cameroun, à Yaoundé, tous les programmes, qui savait un mois avant que le président Paul Biya allait se rendre à Lyon, parce que c'est un sommet prévu depuis l'année dernière, qui savait que M. Le Drian, après Lyon, allait revenir, parce qu'au moins depuis le dialogue national, la France était interpellée. Voilà l'agenda d'un chef d'État. Mais comment vous voulez que Jeune Afrique, bon, je n'ai pas lu l'article en particulier, mais s'ils ont des révélations, vous voyez, ils vont vous dire de sources concordantes ou des sources anonymes. Non, on ne va pas les citer, on ne cite pas les sources anonymes, c'est pas déjà des sources. Voilà. Le même jour, le secrétaire général à la présidence de la République, sous ordre du président Paul Biya, instruisait le directeur général du port autonome de Douala de suspendre les travaux de finalisation des termes du contrat de concession avec la société suisse Terminal Investment Limited. Ceci au motif d'attendre les conclusions définitives de l'affaire opposant le groupe Bolloré APMT au port autonome de Douala. Affaire, il faut le rappeler, encore pendante devant le tribunal administratif de Douala. Je vous propose cet élément
qui va vous permettre de cerner davantage cette question qui sera sans doute débattue une fois de plus sur ce plateau. C'est un rebondissement qui viendra sans doute redistribuer à nouveau les cartes dans le choix du concessionnaire du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Dans une correspondance signée le 23 octobre 2019 et adressée au directeur général du port, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, agissant sous ordre du président lui-même, demande la suspension de la finalisation du contrat de concession avec l'entreprise suisse Terminal Investment Limited. Raison de cette suspension, l'attente des conclusions définitives de l'affaire APM Terminal et Bolloré SA contre le port autonome de Douala, encore pendante au tribunal administratif de Douala. Une affaire qui remonte au 8 janvier 2019. Le directeur général du port, Cyrus Ngor, rendait publique la liste des entreprises préqualifiées après l'appel d'offres lancé pour le renouvellement de la concession du terminal à conteneurs du port. Le consortium Bolloré APMT, qui exerce sur la place portuaire depuis 14 ans, n'est pas retenu sur la shortlist. Une injustice selon la filiale française qui avait alors saisi le tribunal administratif de Douala et obtenu une ordonnance judiciaire de suspension de la procédure d'attribution. Pour sa part, le port autonome de Douala avait formé un pourvoi auprès de la même juridiction, se donnant le droit de poursuivre avec la nouvelle concession. Le 16 septembre 2019, elle est attribuée à l'Italo-Suisse Terminal Investment Limited. Face à cette évolution, le dirigeant du groupe français, Cyril Bolloré, avait écrit au président de la République pour demander son intervention dans l'affaire. Un choix qui a finalement été payant. Notons tout de même que la décision de suspension instruite par le SGPR a été prise le même jour où était reçu à la présidence de la République le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Un scénario qui rappelle l'attribution à Bolloré du terminal à conteneurs du port de Kribi suite à une visite éclair du président français de l'époque, François Hollande. Emmanuel Ekouli, la suspension des travaux de finalisation des termes du contrat de la concession du port autonome de Douala, même si cela n'a pas été clairement défini, est-ce que vous pensez que cette décision du président de la République a un lien étroit avec la présence de Jean-Yves Le Drian au Cameroun? Alors, ce serait difficile de ne pas lier les deux événements. Ce serait vraiment un peu compliqué. Mais je pense simplement que c'est aussi un problème pour le gouvernement camerounais qui ne communique pas suffisamment ou qui laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Parce que c'était une affaire pendante au tribunal. Oui. On n'aurait pas dû attribuer une concession à quelqu'un d'autre alors que l'affaire était encore pendante. Alors même si du ce même tribunal, le port autonome de Douala a pu obtenir la suite, de poursuivre son attribution, mais je pense que du point de vue juridique, lorsqu'une affaire est pendante, on ne peut rien dire, on ne peut rien décider en attendant que le verdict soit rendu. Maintenant, vouloir dissocier, je crois que c'est de bonne guerre, même si c'est du fait de la visite du ministre français au Cameroun. Je pense que c'est de bonne guerre. La France, le ministre français vient défendre les intérêts français au Cameroun. Ce n'est pas un enfant de cœur, il ne vient pas jouer, il ne vient pas vous dire que merci de m'accueillir, c'est beau. Je crois que c'est à chacun de pouvoir se défendre. Maintenant, c'est au Cameroun de savoir ce qui est bon pour lui. Le seul fait d'avoir, si c'est le cas, d'avoir mis le groupe Bolloré dans le jeu, oui, alors on avait semblé l'exclure, ou il avait été exclu quelques semaines avant. Il avait été écarté ça dès la première étape de sélection. Le gouvernement camerounais ne sait pas très bien ce qu'il veut. Sauf si on l'a fait par fantaisie. S'il y a eu de bonnes raisons, on aurait pu simplement expliquer au ministre français que voici les raisons. Et votre pays, ou bien votre entreprise qui représente vos intérêts au Cameroun, ne respectait plus le cahier des charges. Oui. On aurait pu simplement lui expliquer. Mais s'il revient, ça veut dire que quelque part le Cameroun reconnaît que les choix avaient été mal faits. Peut-être qu'il n'avait pas tenu compte de tout ce qui avait été fait. Oui. Ou peut-être qu'il y a eu entre-temps un autre élément qui aurait pu mettre sur la sellette le groupe français. Donc je n'étais pas dans les champs, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne peux qu'analyser des faits, mais voilà ce que je peux dire concernant ce problème Bolloré. Voilà, Thierry Serge Ekani, est-ce que le passif des relations entre le Cameroun et la France n'influence pas un tant soit peu ce type de décision tel qu'on vient de le voir? On se souvient quand même qu'en 2015, le consortium franco-chinois Bolloré CMA n'avait pas été retenu lors
des appels d'offres, mais c'est finalement vu attribuer la concession du port autonome, du port en eau profonde du Kribi, et ce, après le passage du président français de l'époque, François Hollande, un lobbying qui a des allures d'imposition. Pensez ? Bien, on ne peut pas le nier, mais en fait, je partirais d'un adage qui danse mal accuse son pantalon. C'est ça la réalité de l'État camerounais. Vous ne saurez avoir un niveau de responsabilité de l'État un secrétaire général de la présidence de la République qui a sous sa haute main la gestion des ports d'un pays et qui instruit les directeurs des ports à un certain niveau de responsabilité. Lorsqu'une affaire est pendante au port, ça suppose que le secrétaire général de la présidence est saisi. Or, le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions, aussi bien la convention de l'OADA, qui fait en sorte que lorsqu'une entreprise est adjudicateur plutôt, d'un pan de l'économie camerounaise, d'une activité au Cameroun, elle a la prééminence dans les négociations éventuelles en cas de prolongation de contrat ou de reprise. Tout à fait. Cela implique d'office que M. Bolloré, avant l'ouverture d'une procédure d'offre, aurait dû passer une suite de négociations avec l'État camerounais. L'État camerounais ne fait pas un rétropédalage seulement parce que M. Le Drian vient. C'est de la bêtise administrative, tout simplement, il faut le dire. Vous n'avez pas pris des négociations initiales avec celui-là qui gérait le terminal du port. Même s'il était défaillant, on aurait pu revoir l'offre de M. Bolloré à la hausse, qui maintenant a dit que les négociations ont été rompues et a lancé maintenant une offre et a les disqualifier. Mais comme nous fonctionnons dans un pays... Donc, vous, la procédure n'a pas été respectée. La procédure n'a pas été respectée. C'est pour ça que lorsque M. Bolloré va au tribunal à Douala, il a gain de cause. Il a gain de cause. Non, le verdict n'a pas... Il a gain de cause suspendu. On suspend d'abord la procédure. Mais comme nous sommes au niveau du boulangisme juridique, M. Cyril Ngor décide de prolonger tout de même une procédure qui devait arriver à un verdict. Et lorsqu'on décide de prolonger, qu'est-ce qu'on fait? On donne une concession à un société suisse. Ce qui en droit ne se fait pas, tel que M. Koul l'a très bien représenté. Donc, on aurait dû laisser que le droit soit dit. Première des choses. Oui. Deuxième des choses, quand on s'attaque à un groupe tel que le groupe Bolloré, il faut bien le dire, on s'attaque à un gros pilier de la relation entre la France et l'Afrique. Ça veut dire qu'on doit avoir tous les arguments qui permettent de dire au chef de l'État français, à ce niveau, ce monsieur ne respecte pas les droits de mes travailleurs, il ne respecte pas les intérêts de mon pays. Cela n'a pas été fait. Tant que l'État camerounais et les décideurs camerounais ne vont pas prendre au sérieux les intérêts du peuple camerounais et suivre les règles des conventions qu'eux-mêmes ils ont ratifiées, le Cameroun sera toujours l'objet de cette course de puissance où le ministre français arrive. Quelques jours après, c'est l'ambassadeur suisse qui vient avec un message du président suisse pour le chef de l'État français, le chef d'État camerounais. Et lorsque nous connaissons le rôle que la Suisse joue dans les négociations entre certains groupes sécessionnistes du nord-ouest, du sud-ouest et l'État camerounais, on peut imaginer l'enjeu de chantage auquel l'État camerounais s'expose. Donc, j'ai bien peur qu'à la fin, les intérêts du peuple camerounais ne soient pas saufs, mais que ce soit plutôt les intérêts des gouvernants oui. qui soient priorisés. Alors, c'est finalement une guerre diplomatique à laquelle on va se livrer après le passage de Jean-Yves Le Drian. C'est au tour de l'ambassadeur de la Confédération helvétique, vous l'avez très bien mentionné, porteur d'une lettre de son président adressée au président de la République du Cameroun. Une guerre diplomatique, quel est l'enjeu qui se joue aujourd'hui? Aux guerres diplomatiques. Au-delà de l'octroi. Il s'agit d'un ballet diplomatique. Parce que on va et on vient. Ça fait partie de la pratique diplomatique. Vous savez, la théorie du ballet diplomatique. La ballet diplomatique. Oui. Au-delà de l'octroi de la concession du port, quel est l'enjeu? Bon, écoutez, c'est le contrôle du golfe des Guinées. L'enjeu est vaste. Vous savez que c'est Bolloré qui contrôle tous les ports, de Tanger jusqu'à Cape Town. Vous voyez, et puis ça va de l'autre côté. Donc on dit ça pour rire, mais attendez, Bolloré contrôle tous les autres ports. Et
LIT n'est pas sur le plan international au niveau de Bolloré. Ils ne sont pas logés à la même enseigne. Donc, ça, c'est premièrement, ça dit vraiment, c'est dit comme ça. Au niveau du Cameroun, elle a fait une meilleure offre que le Cameroun. Que oui, mais parce Bolloré. que. Oui, 24,5 milliards de francs CFA pour un ticket d'entrée, 800 millions. Ça, c'était il y a 4 ans. Ça, c'était quand Bolloré. Oui, il y a 4 ans. Là, on a 15 ans, quand Bolloré prenait le port. Bien sûr, ce que je dis, c'est que là, on a une offre qui est 4 fois plus élevée que celle de Bolloré. Attendez, je vous explique. Il y a 15 ans, Bolloré a trouvé un port presque en faillite, qui avait besoin de 600 millions pour se mettre en marche, à flot. Il a donné exactement ce qu'il fallait. 15 ans plus tard, Terminal Investment Limited, suisse et italien, propose de donner plutôt 24 milliards, c'est-à-dire dans 15 ans. Bon, écoutez, premièrement, Bolloré peut donner plus que cela, parce que Bolloré n'a pas de problème de milliards. Ça, c'est ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs. Deuxièmement, c'est que Bolloré, il a dit, a une priorité, parce que c'est Bolloré qui gère actuellement. Ça veut dire que lorsqu'on fait un appel d'offres, que ce soit l'offre technique ou l'offre financière, encore que là, vous parlez de l'offre financière, qu'en est-il de l'offre technique? Est-ce à dire que les Camerounais ne sont pas intéressés parce qu'un appel d'offres, c'est une enveloppe financière. Cela a sans doute bien été étudié. À compétence, étudié puisqu'il était disqualifié. Ça veut dire qu'on n'a même pas... Oui, bien sûr, Bolloré a été disqualifié dès le départ. Je parle des on n'a même pas négocié avec on n'a même pas négocié avec le groupe Bolloré. C'est ça le problème, Cédric. Il était 7e dans le classement, mais il fallait faire des shortlists. Oui. Sauf que... Une shortlist de 5 personnes. Oui, écoutez, vous posez des questions à la fin. Vous voulez qu'on analyse les conséquences alors qu'il y a une cause. Mais comment le directeur du port en est arrivé à nous mettre, nous les Camerounais, à débattre d'un sujet comme ça, alors qu'il savait très bien qu'il y avait une procédure judiciaire qui est aujourd'hui au niveau de la Cour suprême. Vous comprenez? Est-ce qu'il faut que ce soit le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui lui rappelle qu'il y a une procédure judiciaire? C'est vrai qu'il n'est pas magistrat, c'est un diplomate de formation, mais c'est le premier magistrat, c'est un juge administratif aussi, parce qu'en tant qu'SGPR, c'est lui qui contrôle toute l'administration du pays. Donc, il doit rappeler au juge administratif, parce qu'il se transforme en juge administratif. Il se transforme même en juge du contentieux administratif. Parce qu'il s'agit là d'un contentieux entre Bolloré et le port de Douala, et qui tranche, c'est le juge administratif qui aujourd'hui est... Donc, d'une manière générale, on n'aurait pas dû mettre Bolloré dans cette situation. Bolloré est en situation de force, déjà parce que c'est lui qui gère, et il a demandé 4 ans pour continuer son action. Jusqu'en 2023. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on n'aurait pas dû, déjà avec, comment on appelle, LIT, commencer des négociations. Ça veut dire qu'au moins, on a une arrière-pensée. C'est-à-dire, l'arrière-pensée, c'est de faire sans Bolloré. Mais Bolloré peut bien se passer du port de Douala. Excusez-moi, moi je ne défends pas leurs intérêts, je ne les connais pas, mais je voudrais qu'on soit réaliste, vous et moi. Pour quelqu'un qui a un chiffre d'affaires qui est 800 fois le budget de notre pays, 800 fois le budget de notre pays, qui a une puissance incroyable au niveau de l'appareil politique français, c'est-à-dire au niveau de l'Élysée. Vous semblez faire fi du rappel historique que j'ai fait tout à l'heure en 2015. On est dans les rapports de force. Il n'avait pas été classé dans la shortlist, mais finalement s'est retrouvé... On est dans les rapports de force. Oui. Alors moi, je vais peut-être faire un rapport avec la gestion des colonies, pour revenir en Afrique, parce que nous y sommes, on est à Humanitarian TV. Oui. On a connu des modes de fonctionnement, d'éducation de nos enfants qui sont parfois différents. Je suis jeune, excusez-nous, il y a des parents qui sont un peu durs, et il y en a qui laissent un peu de liberté. Disons que la France n'a pas donné la liberté que l'Angleterre a donnée. Mais sur le terrain, on s'est rendu compte que ceux qui réussissent le mieux, c'est pas toujours ceux dont les parents étaient très durs, étaient tout le temps présents. Et c'est peut-être ce que le Cameroun est en train de dire à la France, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps là. On a déjà suffisamment grandi. Mais rien ne prouve également que celui à qui on donne parfois l'indépendance, à un moment donné, nous ramène les résultats. Donc on dit, écoute, à un moment donné, il faut rentrer en arrière. On n'en est plus là, on est dans les États. Mais cette petite métaphore nous permet de voir un peu le rapport des forces, comment ça se passe. Donc le rappel historique, il est important, il reste
dans l'histoire. Oui. Mais la réalité du terrain est tout autre. C'est que c'est la finance qui gère le monde. Et que c'est le monde du lobby politico-médiatique et financier. C'est les Rothschild, c'est les Bolloré, c'est les BHL, c'est les grandes familles françaises, c'est comment on appelle les Bettencourt. C'est eux qui font la politique. Et au Cameroun, les Peugeot, etc. Vous voyez, c'est des grandes familles qui font les Dassault. Vous voyez, Dassault n'est plus simplement une entreprise familiale, elle est devenue mondiale. Mais comment est-ce que ça répond à votre question? Ça répond à votre question en vous disant, par exemple, que Rothschild, il est en Angleterre, il est au Cameroun. Donc, quand vous voyez Bolloré, c'est pas simplement la France. Bolloré a des actionnaires américains. Mais dans ce cas, l'Amérique ne va pas lâcher parce que, vous voyez, c'est la France qui est devant. Toutes ces entreprises multinationales ont des actionnaires qui viennent à peu près du monde entier. Ils font partie du CAC 40. Et donc, c'est un gros patron du CAC 40, Bolloré, et que dans un État comme l'État du Cameroun, on ne peut pas, je veux dire que s'il veut gérer et s'il se met au niveau des autres entreprises, on ne peut que faire avec lui. Dans la négociation aujourd'hui, ce que vous avez appelé guerre diplomatique, c'est tant qu'elle en est une, encore qu'on ne serait pas prêt à mener des guerres diplomatiques avec la France, qui est le premier pays de diplomatie dans le monde, parce que la diplomatie est française, il fallait le dire, que c'est vraiment leur domaine. Avant les Américains, voilà, c'est les Français. Donc, si tant est qu'il y avait une notion de guerre diplomatique, que j'ai appelée balai diplomatique, toute chose qui est normale à la fin d'un contrat, parce que nous sommes à la fin d'un contrat. Vous ne vous rendez pas compte, mais nous sommes en train d'entrer dans un nouvel ère, là. Donc, on va respirer de l'air frais. Et il y aura ce balai comme ça, on va s'habituer. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur du port. Demain, ce sera peut-être celui des armements. Peut-être que ce sera celui de l'énergie. Du chemin de fer. Des chemins de fer, etc. Mais la concurrence, c'est plutôt une bonne chose. Emmanuel Ekouli, comment entrevoyez-vous la suite de cette affaire? Mais il n'y a pas de suite. Hein. La suite est déjà... Bolloré va reprendre la main, c'est certifié. C'est presque sûr. C'est presque certain. Parce que tel qu'on observe les choses, tel qu'on voit... Je crois que pour eux, les observateurs de la chose publique, on voit très bien la fin. On voit très bien l'issue. Je crois que Bolloré viendra pour deux raisons au moins. La première, c'est que sur le plan du droit, Bolloré a le droit pour lui. Et sur le plan sur le plan de la diplomatie, je crois que Bolloré est bien au-dessus des îles. Donc je pense que pour ces deux raisons-là, Bolloré trouvera le port de droit là. Jean-Yves Le Drian, au cours de son passage au Cameroun, s'est également rendu dans la ville de Maroua où il est allé toucher du doigt les réalités que vivent les populations sinistrées qui, depuis plusieurs années déjà, sont victimes des attaques de la secte terroriste Boko Haram. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a annoncé une aide de 45 millions d'euros de la France en direction des populations de la région de l'extrême nord Cameroun, une forme d'aide à la reconstruction de cette région. Thierry Sergicani, comment percevez-vous cette aide humanitaire de la France en direction du Cameroun? Mieux vaut tard que jamais. Ils ont tardé à réagir, mais ils sont là. Il faudrait déjà savoir que Maroua, tout comme Kousséri, c'est un corridor essentiel pour un pays qui est stratégiquement utile à la France, tel que le Tchad. Alors, ce qui se passe aux portes de N'Djamena ne peut pas être ignoré par la population, les autorités françaises. Mais ça montre aussi quelque chose de très important, ça montre un repositionnement de la France sur la crise qui sévit dans la partie septentrionale du Cameroun. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de désaccords, déjà sur le point de vue militaire, entre la France et le Cameroun. Le refus de l'état-major camerounais d'accepter la présence d'officiers français dans l'état-major de la force multimédia, le refus d'envoyer des soldats camerounais, des officiers camerounais dans l'état-major de Barkhane et autres. On a vu beaucoup de dissensions qui ont montré un peu près le refroidissement des relations. Cette aide humanitaire, c'est aussi une manière de montrer aux populations camerounaises que la France ne se désintéresse pas du sort des populations camerounaises, que la France est aux côtés du Cameroun dans cette croisade contre l'islamisme. Bien sûr, on peut dire que le contexte intérieur, avec toutes les tensions politiques, permet qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas évoquer les arrière-pensées de la France avec ce type d'intervention. On peut ne pas penser qu'on accompagne la carotte du bâton. D'un moment donné, le bâton qui consiste aussi à recadrer les hommes politiques camerounais, parce que
j'ai été très peiné, moi je l'assure de manière formelle, de voir des hommes politiques camerounais courir rencontrer le ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Tout à l'heure, André m'a rappelé quelque chose. Lorsqu'on voit la dénomination du ministère français, c'est les affaires européennes et les affaires étrangères. Or, dans le consul de la diplomatie française, généralement, la coopération gérait l'Afrique, avec la cellule africaine de l'Élysée. Ça veut dire que l'Afrique est repositionnée dans un contexte géostratégique pour la France, qui la douce maintenant a des affaires étrangères. C'est différent en termes de perception diplomatique. Ça veut dire que dans la conception française aujourd'hui, et c'est Sarkozy qui l'a amorcé cette rupture épistémologique, où Sarkozy disait l'Afrique c'est 2% du commerce extérieur de la France. Il a dit les grands groupes français, les Schneider ne font pas des affaires en Afrique. L'Afrique n'achète pas des Rafales, à part l'Égypte. Le Cameroun n'achètera jamais des Rafales. Le Cameroun n'achètera jamais des Mistral en termes d'entrée brute. Mais les groupes, jamais. Bon, pour le moment. Pas jamais. Pour le moment, oui, pour le moment. On en a même besoin d'ailleurs. Bon, je dis pour le moment, les moyens financiers de l'Arménie ne permettent pas aux Camerounais d'acquérir les moyens qui peuvent permettre que la France ressente de manière sensible au niveau de son économie, à part ces firmes qui depuis des siècles sont installées en Afrique, comme Bolloré, qui est depuis 1856 en Afrique. Donc nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, lorsque M. Le Drian se rend dans la zone, est-ce vraiment pour protéger les intérêts camerounais, les intérêts tchadiens? Mais moi, je pense que la démarche, elle est humanitaire, mais elle n'est pas désintéressée. Elle ne saurait être désintéressée. Voilà. Ouais, c'est mon point de vue. Voilà, merci. Avec vous, André-Marie Dibamou, on revient sur cette aide humanitaire de la France en direction du Cameroun qui a suscité quand même une salve de réaction au sein de l'opinion nationale qui voit justement ce que le docteur Ekani présentait comme étant des a priori sur la préservation des acquis de la France autour de cette zone. Au moins, on a le soutien humanitaire. C'est déjà une bonne chose. Moi, je vais vous raconter ce qui se passe à Maga, ce qui se passe à Zina, ce qui se passe à Kaikai, à Magayel, récemment à Waza, où il y a eu, on parle de 3000 ménages. Au total, ça fait 30 000 ménages. C'est-à-dire 30 000 ménages. Et quand dans chaque ménage, vous avez 5 personnes, ça fait 30 000 multiplié par 5 personnes qui, au Cameroun, depuis 2 semaines, parce que c'est en septembre dernier qu'il y a eu ces inondations, n'ont pas de maison, n'ont pas où dormir. Avec APA International, nous avons cherché, parce que pour eux, je suis à la coopération et à la recherche des financements à l'international. On a trouvé 250 000, un stat fonds anglais, avec Solidarité Internationale, qui est français, qui distribue en ce moment 1000 kits sur le terrain, les kits humanitaires, des bâches, des aquatables pour de l'eau. Donc, bref, il y a un besoin humanitaire qui est important. Et récemment, des pluies à Yaoundé, dans la capitale, a également laissé des familles endommagées. À Dragage, où je vis, dans mon quartier, un peu plus devant, derrière, ceux qui sont à côté du lit du Foundi, sont encore à ce jour en train de sinistrer. On parle d'une dizaine de ménages. Je ne sais pas pour les autres quartiers, mais pour la ville de Yaoundé, c'est intéressant. Donc, moi, je ne crache pas sur un soutien humanitaire de cette envergure, parce que, excusez du terme, à la télé, donc je dis qu'on ne peut pas bouder cette aide. De toutes les façons, notre cellule de crise, qui est basée à la présidence de la République, des catastrophes, de prévention des catastrophes, il y a toute une direction, avec le MINAT, sont débordés. Parce que vous voyez, il y a d'abord des déplacés internes. On parle de millions de déplacés internes de la crise anglophone. Notre pays en a besoin. On n'a pas que besoin des Chinois, du commerce, la Russie et tout. On a aussi besoin de ce côté humanitaire. Parce que ça a un peu foutu le camp, tu vois. Les gens ne s'intéressent plus à ça et non plus du cœur. Et c'est pourquoi on a demandé aux jeunes de s'engager. Le livre devient intéressant. Parce que même dans l'humanitaire, le volontariat, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il n'y a plus de volontariat en Afrique, mais pourtant, la solidarité, elle est d'abord africaine. Alors, lorsque le ministre des Relations étrangères ou de l'Europe va à l'extrême nord, le ministre camerounais de l'administration du territoire y était déjà.
Peut-être que, voilà, il était plusieurs fois, je crois, il est tout le temps, il se déplace tout le temps. Donc, ce n'est que normal. Ce qui m'aurait surpris, moi, c'est qu'il ne fasse pas allusion à cela et qu'il soit intéressé par l'aspect économique. Mais si vous voulez, l'aspect humanitaire, c'est un peu on redonne un peu de la main gauche ce que la main droite a pris. Et là, vous voyez, ça touche directement ceux qui en ont besoin. Les populations de Magake, qui nous suivent certainement, de Magayel et tout dans le septentrion du Cameroun, qui souffrent encore, qui ont encore les pieds dans l'eau parce que les eaux n'ont pas retrouvé leur cours normal, leur lit normal. Oui. Donc, ils ont encore les pieds dans l'eau. Ils nous écoutent. Donc, lorsque vous leur parlez de coopération française ou de chinois, eux, ils n'ont jamais vu de Chinois sur les secteurs humanitaires. Vous connaissez beaucoup d'entreprises chinoises qui font dans l'humanitaire. C'est des commerçants. Vous connaissez beaucoup de Russes qui font dans l'humanitaire. C'est des commerçants. Est-ce que vous pensez qu'on va simplement développer notre pays avec le commerce? Donc, c'est pourquoi le président du Cameroun s'est joué avec ça. C'est-à-dire, il sait qui vient pour faire les affaires uniquement et il sait qui vient pour s'installer. Et je pense que la France est là depuis très longtemps. Et avec ce geste humanitaire, elle prouve au Cameroun qu'il n'y a pas que les intérêts dans les relations internationales, il y a aussi de l'humanité. Et nous sommes à Humanitarian TV. Merci de le mentionner. D'une crise à l'autre, on parle de celle qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Cette fin de semaine dernière, on a appris le décès du maire de Buea, Patrick Ekema, qui est donc décédé dans la ville de Douala de suite d'un arrêt cardiaque. Je vous propose, cher monsieur, de suivre son parcours, mais aussi et surtout le dynamisme dont il a fait preuve dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et à Buea en particulier, lui qui était présenté jusqu'ici comme étant le bras droit du président Paul Biya pour lutter contre les groupes séparatistes, a finalement rendu l'âme. Son portrait et son parcours sont présentés pour vous par Gabriel Messina Fouda. Patrick Ekema, maire de la ville de Buea, n'est plus. C'est dimanche dernier que le chef de la commune de Buea est décédé dans une clinique de Douala de suite d'un arrêt cardiaque. Il était un puissant allié de terrain dans sa lutte contre les séparatistes anglophones. Patrick Ekema était sur tous les fronts pour sauver sa localité depuis la montée des velléités indépendantistes. Il était considéré comme le dernier rempart, l'atout du pouvoir pour barrer la voie aux projets séparatistes nourris par une frange de la population anglophone. Pour réaffirmer l'autorité de l'État, le maire Patrick Ekema avait été jusqu'à organiser une marche avec quelques centaines de partisans, pancartes à la main, où on pouvait lire entre autres messages non à la sécession. Âgé de 46 ans, il était contre les mots d'ordre de ville morte imposés par les séparatistes. L'une de ses méthodes consistait par exemple à faire sceller des commerces de tous ceux qui refusaient à ouvrir boutique par adhésion à ces mots d'ordre. Le 22 septembre 2017, sa résidence avait été prise d'assaut par un groupe de manifestants pro-indépendantistes. Ses biens avaient été saccagés et depuis lors, sa sécurité avait été renforcée. Il bénéficiait de la bienveillance du gouvernement qui perd l'un de ses soutiens dans la crise que traversent les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Emmanuel Ekouli, le maire Patrick Ekema s'était démarqué dans le cadre de cette crise par son courage, son dynamisme, mais aussi et surtout sa volonté d'aller contre les mots d'ordre de grève imposés par les groupes séparatistes. Quelle est l'image que vous avez, vous, de lui, d'ancien maire de Buea, puisque c'est comme ça? Je pense qu'il faudrait simplement saluer la mémoire d'un grand homme. On peut ne pas l'aimer, mais son courage était quand même un de ses atouts majeurs. Oui. Vous savez, quand on est à Buea, si vous faites un tour dans le nord-ouest et le sud-ouest, et que vous voyez ce que ce maire a fait, vous comprenez très bien qu'il était courageux. Donc je disais, on peut ne pas l'aimer, mais ça ne changera, ça n'enlèvera rien à son courage. Mais sauf que c'est là où se demande souvent de la vie. C'est-à-dire que parfois, ce n'est pas ceux qui sont trop courageux ou ceux qui sont trop forts qui arrivent parfois, qui gagnent le combat. Je pense que le maire Ekema était un des maillons essentiels du dispositif Yaoundé dans cette zone. Malheureusement, il n'ira pas au bout de son combat. La vie en a décidé autrement. Il est parti trop tôt. Et d'ailleurs, on parle, c'est vrai que de sous-officiels, on parle d'un arrêt cardiaque.
Mais les autres, c'est surtout ceux qu'on a, nous, à la Voix du Centre, ceux qu'on a pu avoir toujours dans son entourage, pensent qu'il a été empoisonné. Des sources non officielles. Voilà, sources non officielles. Mais on verra bien la suite. Je pense qu'on fera peut-être... on passera par un médecin légiste qui pourra faire une autopsie sur ce corps et on verra la suite. Peut-être qu'on nous dira de manière cette fois-là plus explicite ce qui a pu arracher très tôt à la vie des Omer de Buya. Disons que c'était un très grand homme. Vous savez, la politique est ainsi faite. On peut être opposant, mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève à rien la qualité de son adversaire. Oui. Je n'étais pas particulièrement un de ses admirateurs, mais lorsque je regardais son courage, je pense que c'était quelqu'un qui était très engagé. Et on va simplement saluer sa mémoire aujourd'hui. Thierry Serge Kani, un mot à l'endroit de ce quarantenaire qui nous a finalement quittés. Je pense que le Cameroun a besoin de serviteurs, d'hommes engagés, d'hommes dévoués, d'hommes qui croient à l'idéal républicain. Et il en faisait partie. Et je crois que s'il y avait un panthéon de gens qui ont incarné les valeurs de la République, il en devait en faire partie. André-Marie Dibamou, un commentaire avant qu'on passe. Je suis presque ému parce que j'apprends presque directement. Donc c'est au cours de la préparation de l'émission que j'ai découvert qu'il était décédé. Donc vraiment, paix à son âme. J'ai beaucoup regardé comme lui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, le courage d'affronter d'affronter ses propres frères, parce que j'imaginais sa position. Vous voyez, il a été maire de ces mêmes gens, il a été parfois élu par eux, et aujourd'hui ils sont retournés contre lui. Et il était un peu gêné, et parfois il devait prendre des décisions qui n'étaient pas toujours appréciées de tous. Moi, j'avais pas aimé quand il est sorti avec son arme. La dernière fois, en 2017, lorsque son domicile avait été pris d'assaut. Donc je fais partie de ceux qui avaient dit qu'il aurait pu gérer ça beaucoup. Mais comme tout être humain, on peut commettre des erreurs dans la vie, mais c'est pas le plus important. Mais c'est que lui, vous voyez, il est l'incarnation de celui qui a dit face à l'adversité, l'État doit continuer d'exister. Vous voyez, c'est comme le terrorisme en Europe. Vous voyez, chaque fois qu'un terroriste frappait en France, le président de la République sortait, il y avait des marches. Vous vous souvenez, Charlie Hebdo. On dit le terroriste ne va pas nous empêcher de prendre notre café dans la rue. Vous voyez, c'est pourquoi les sous-préfets qui ne sont pas allés prendre, je n'ai pas vérifié cette information. Je serai déjà à l'installation du sous-préfet de Dibombari samedi prochain. Je ne sais pas si c'est dans la zone, mais lui au moins, il va prendre fonction. C'est dans le littoral. Dibombari, c'est dans le littoral. Donc je serai là-bas samedi. Je profite pour féliciter le sous-préfet. Mais bref, on disait presque la même chose pour dire que le maire de Buya a été de ceux qui pensaient que là où la République, ou si vous voulez, des gens voulaient continuer aujourd'hui de réclamer une indépendance ou une non-république, il dit que même s'il faut négocier la non-république, on doit le faire dans un cadre de la République. Mais parce qu'on ne peut pas négocier une république dans la République, en dehors de la République. C'est pourquoi il était de ceux, je connais son thème martial, il avait déjà la corpulence qui allait avec, le charisme, mais il était imposant. J'ai encore de lui cette image de l'hôtel Savoie avec des balles qui crépitaient en l'air, là, dans les réseaux sociaux. Vous avez vu cette image? Oui, où sa sécurité était déjà menacée à cette époque-là. Et il était obligé d'aller à vivre en dehors de sa zone. Et comme lui, il y a plein de maires, donc peut-être qu'il faudrait aussi faire un clin d'œil. Moi, je connais le maire de Ndiki Nimeki, qui me dit qu'actuellement, il héberge 2 maires de la zone anglophone chez lui, à Ndiki. Donc, comme ça, il y a plein de maires à Bafoussam, de collègues aussi, parfois, qui sont de l'autre côté, qui vivent à Bafoussam dans des résidences d'amis et qui vont juste travailler le matin. C'est pénible. On reste avec vous pour parler de la question on reste avec vous pour parler de diplomatie, toujours. Et le sommet Russie-Afrique à Sochi, qui s'est donc d'ores et déjà refermé. Quelle est l'appréciation qu'on peut en faire de ce déploiement de la Russie sur le continent africain? Oui, c'est un déploiement qui est salutaire. Ça sera peut-être votre dernière prise de parole. Tout à fait, merci. Je dirais simplement que la Russie a toute sa place en Afrique. D'ailleurs, tout le monde, toutes les autres puissances mondiales ont toute leur place. Avant le sommet avec la Russie, on a eu un sommet avec la Chine. Vous voyez, mais ce que moi je retiens,
davantage dans ces accords, je veux dire, ce foisonnement de demandes ou ces appels de balles à peine masqués de puissances étrangères vis-à-vis de l'Afrique, c'est que l'Afrique va désormais négocier en bloc. Et je voudrais que l'Afrique continue à aller comme ça. Parce que dans l'imagerie américaine, parce que moi j'ai cette formation américaine, on considère toujours l'Afrique comme un pays. C'est-à-dire quand vous allez au Massachusetts ou bien vous êtes à New York, vous causez à un Américain, il voit vous êtes un Africain, lui il voit comme un pays. D'ailleurs, même Donald Trump, jusqu'à très récemment, il percevait l'Afrique, il se disait la capitale c'est l'Afrique du Sud. Les autres c'est des villages de l'Afrique. Donc aujourd'hui l'Afrique va négocier avec la Russie comme un bloc, c'est très important. Parce que vous voyez la zone de libre-échange économique qui a été créée, la ZLECA, voilà, elle a besoin de fonctionner. Nous avons le Fonds monétaire africain qui est un projet de Muammar Kadhafi qui va être relancé probablement. Vous savez également que le siège de l'Union africaine, c'est un don chinois. Donc peut-être aujourd'hui, nous aurons besoin du Parlement africain. Il faut également que l'Afrique aille négocier, non pas simplement en bloc, il faut également que les sous-blocs, c'est-à-dire la CEMAC, l'UEMOA, la SADC, puissent aller également sur d'autres fronts de négociation avec d'autres acteurs pour nous ramener davantage de compétitivité dans les projets qui vont être choisis par ces États comme étant des projets de développement de l'Afrique. De toutes les façons, et je le dis, je sors avec Abdoulaye Wade, qui dit que tout ou tard, l'Afrique devra, puisque c'est un continent qui est propice au développement, accéder à la technologie qui transforme le monde. Parce que la terre africaine est aussi propice à ce changement. Aujourd'hui, c'est la Russie qui se manifeste. Alors, sur le particularisme russe, est-ce que la coopération avec la Russie a une particularité? Oui, elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de contrepartie. C'est un peu comme la relation avec la Chine, c'est-à-dire qu'on ne vous enveloppe pas le soutien dans les conditionnalités d'ordre humanitaire. Vous voyez, la France a des conditionnalités. C'est pour ça qu'on sent un peu la pression. Mais c'est une pression qui est utile dans un État où facilement on peut détourner 2 milliards. Vous voyez, facilement on devient milliardaire. Vous voyez que la France, elle est précautionneuse. Maintenant, la Russie et les autres, bon, je parle des autres avec la Chine qui sont les nouveaux riches. Bon, la Russie, c'est un ancien riche, mais les nouveaux conquérants, parce que la Russie aujourd'hui est en train d'expérimenter, si vous voulez, sa conquête économique de l'Afrique, parce que la conquête militaire avec les Kalachnikovs, ça fait depuis, et toutes les armées d'Afrique et toutes les guerres d'Afrique se sont déroulées avec les Kalachnikovs qui sont de fabrication russe, vous le saviez. Donc les Russes le font déjà depuis très longtemps. Maintenant, sur le plan économique, ils veulent arriver. Pour nous, sur le plan de l'exploitation de nos ressources énergétiques, la Russie a une expérience. Elle ne va pas nous poser des conditionnalités. Il faudrait que nous soyons très prudents. Parce que vous voyez, en exploitant le fer, en exploitant notre diamant, en exploitant désormais notre pétrole, vous imaginez le nombre de milliards que nous allons générer. Il faudrait donc que cet argent ne rentre pas dans les paradis fiscaux russes, parce qu'il y en a, qu'il ne rentre pas dans les paradis fiscaux suisses, parce qu'il y en a, italiens, parce qu'il y en a, français, pas encore, mais peut-être que possible. Merci. Mais que ça ne rentre pas seulement dans les paradis fiscaux, que ça puisse servir les Camerounais. Merci. Thierry Serge Kani sur les enjeux de ces nouvelles conquêtes, de ces conquêtes des grandes puissances qui, il faut le dire, lorgnent un tant soit peu le continent africain. Quel est l'enjeu qui se joue derrière l'organisation, ce nouveau redéploiement? Il y a d'abord une faillite du camp occidental, il faut le dire. Parce que Donald Trump a adopté dès son investiture un discours que les Européens ont refusé de comprendre. Donald Trump se positionne dans une situation où il dit « l'Amérique ne peut plus continuer à porter les charges de la défense de l'Occident ». Et c'est pourquoi les gens ne comprennent même pas les enjeux en Syrie, les gens ne comprennent pas les enjeux en Afrique. La France est une puissance moyenne, il faut le dire aujourd'hui, au point de vue militaire, au point de vue économique. Et les Américains ne comprennent pas pourquoi la première puissance économique d'Europe, qui est l'Allemagne, refuse de jouer un rôle de leadership. Un rôle de leadership militaire, un rôle de leadership politique. L'Allemagne est restée cantonnée dans cette politique vis-à-vis de l'Europe centrale. À ce moment que M. Poutine, qui est quasiment jeté au banc des nations, se décide à se repositionner. Et les enjeux qu'il pose vis-à-vis de l'Afrique, tels que c'est une coopération désintéressée, mais c'est une coopération qui porte sur un secteur qui est très stratégique, l'énergie. La Russie a compris que le prochain conflit mondial va se jouer sur les ressources énergétiques. Parce qu'avec l'industrialisation galopante des nations asiatiques, avec l'industrialisation de l'Europe qui continue à pousser à aller vers cette technostructure de plus en plus perfectionnée, on aura besoin des minerais de l'Afrique. Et la Russie a deux avantages. Premièrement,
une lecture géostratégique qui est très simple, très simpliste. Je n'ai pas de passif colonial. Je n'ai pas de passif colonial avec l'Afrique. Ça veut dire que lorsque je viens vers les Africains, ils ne me voient pas comme un colonisateur. Deuxième chose, pour une coopération sans condition, telle qu'André Marie l'a rappelé. Et dans ce jeu-là, la Russie s'en sort gagnant parce qu'elle place relativement ses pions dans des territoires qui sont porteurs en minerais. Le déplacement de M. Poutine, tout à l'heure vous l'avez souligné, vers un pays tel que le Cameroun, va se comprendre si vous ne prenez pas aujourd'hui la nouvelle technostructure militaire russe, la construction des missiles hypersoniques, la construction des avions de 5e génération, où on aura besoin de certains types de minéraux tels que le beryllium, où le Cameroun est l'une des plus grandes réserves stratégiques. Donc, du monde. Aujourd'hui, la France, il faut le dire, si elle n'est pas soutenue par les autres pays européens. L'Angleterre est dans une position atlantiste qui rejoint toujours son cousin américain. C'est clair. Et il n'a aucun intérêt à venir s'embrouiller en Afrique, sauf si vous attaquez le Kenya ou le Zimbabwe, ou bref, ces zones où ils ont un intérêt. La France, surtout dans une zone du Sahel, où les moyens militaires de la France, 6 000 soldats, ne suffisent plus. Alors la France tend la main à l'Italie et la France tend la main à l'Allemagne. Angela Merkel n'a pas envie de voir des soldats allemands rentrer dans des cercueils. Alors Poutine se dit, bon, ok, moi j'ai peut-être besoin de l'uranium du Niger. Qu'est-ce que je fais? J'applique la même condition que j'ai fait en Syrie. Je vous envoie 15 000 mercenaires et vous mettez la situation en ordre contre les djihadistes. Terminé. Et je signe des contrats. Si vous contrôlez l'uranium africain, vous contrôlez les autres minéraux et vous contrôlez le gaz algérien, qui est, rassurez-vous, en train d'être tombé sous la coupe de Gazprom, vous contrôlez l'Afrique. Il n'a pas besoin de défendre les ports, comme les Français. Il n'a pas besoin de rechercher à mettre les hommes politiques au pouvoir. Il n'a besoin que de gagner le cœur des Africains. Voilà. Et je crois que c'est dans cette posture que je suis. Emmanuel Ekoli, dernier à prendre la parole sur cette question et sur ce plateau. D'ailleurs, comment appréciez-vous le déploiement de la Russie de deux autres panélistes. C'est pour ça qu'on les a conviés surtout, oui. Mais moi, je pense qu'en même temps, je suis d'accord avec que la Russie, on a besoin de la Russie en Afrique. Et aussi, en même temps, je ne suis pas d'accord parce que je ne pense pas que la Russie vient en Afrique pour nos beaux yeux. Je crois qu'il y a aussi un intérêt derrière. Ça, il faut bien le dire. Bien sûr. Il faut bien le dire. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts en politique. Parce que la Russie ne vient pas... Je suis d'accord que c'est peut-être pas comme avec la France, c'est pas comme avec les autres puissances colonisatrices. Mais je pense que la Russie aussi a son intérêt. Un des intérêts, d'ailleurs, qu'eux-mêmes ont bien dit, c'est les minéraux. C'est un intérêt. Alors on ne pourrait pas dire qu'ils viennent donc sans intérêt. Ils viennent bien parce qu'ils en ont besoin. Mais ces minéraux-là, c'est pour se positionner par rapport aux puissances occidentales. J'en viens. Moi, je suis... D'ailleurs, la Russie est la première puissance militaire du monde. Ça, c'est connu. Peut-être qu'elle n'est pas une puissance économique aujourd'hui, mais sur le plan militaire, on sait quand même qu'en termes d'armes, en termes d'armement, en termes du nombre d'armes, la Russie est très loin devant. Vous savez très bien que lors de la guerre froide... Armement nucléaire, 100 ans. Vous savez bien que lors de la guerre froide, le bloc de l'Est produisait 3 fois plus d'armes que le bloc de l'Ouest. Oui. Et la Russie était le principal fournisseur. Vous avez bien fait de citer la Kalachnikov. C'est une fabrication russe. Quelques gens ne le savent pas, mais c'est l'arme la plus utilisée au monde. C'est la Kalash. C'est encore une fabrication russe. Donc je pense que les Russes ne viennent pas comme en victimes résignées, ils viennent faire du business. Et peut-être que les intérêts russes sont ailleurs. Peut-être nous dirons peut-être pas qu'il faudrait encore qu'aujourd'hui aussi on voit ces États qui, entre guillemets, sont donneurs de leçons. On le voit bien fermer les yeux sur certains cas politiques en Afrique. On voit très bien que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, à un certain moment, n'appliquent pas les mêmes règles pour chacun de ces États lorsqu'ils veulent faire du business. Ici, on vous dira que la bonne gouvernance, ailleurs, on fermera les yeux quand même sur cette bonne gouvernance. Donc, pour dire qu'il n'y a que des intérêts en politique, attendons de voir la Russie. Moi, je pense que le problème resterait entier. Ce sera aux Africains de s'auto-déterminer. Quel qu'en soit le bon blanc, entre guillemets, qui viendra en Afrique, tant que les Africains, tous ces blancs viennent pour leurs intérêts, ce sera à nous aussi de pouvoir tirer le bon. Si on va comme en victime résignée, comme vous savez très bien, quelqu'un disait que l'émotion était nègre et que la raison c'était Hélène, peut-être les autres, c'est-à-dire que si on continue à appliquer ce théorème-là, je crois qu'on sera toujours peu de vitesse. Et on ne comprendra, on ne verra que du vent.
Voilà, merci. On n'en dira pas plus. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir bien voulu faire le déplacement jusqu'au studio de Humanitarian TV pour donner lieu à cet excellent échange. Merci à vous, surtout, Emmanuel Ekoli. Merci, André-Marie Dibamou. On conseille surtout à notre cher téléspectateur de vous attendre en librairie d'ici janvier 2020. Merci à vous, Thierry, Serge et Kani, d'avoir fait le déplacement jusqu'à ce studio. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à toute la grande équipe technique qui a travaillé ardemment pour que l'on puisse mettre sur pied ce programme. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 21h. Bonsoir.